pour poursuivre ces témoignages-là, du coup, je vais inviter à me rejoindre Sabrina Guérin, donc directrice innovation au SIAP, Patrice Tournier, service, j'allais dire environnement, Aropa Port de Rouen, Chenal et ADNL Navigation, Romaric Vernet, qui est président du comité scientifique Seine-Aval, chercheur en hydrodynamique à l'IFREMER. Et j'oublie qui, Emmanuel Sarraza, agence de l'eau, service littoral et mer. Pour commencer, je vais revenir du coup peut-être avec Aropa, qui est l'opérateur finalement du réseau Synapse, sur le... Enfin, c'est vous qui assurez la maintenance la maintenance du réseau. Comment ça se passe et surtout ces données, comment est-ce qu'elles peuvent être utiles pour les questionnements que vous avez vous au quotidien à Aropa Port et à quoi ça vous sert ce réseau-là? C'est un effort important en termes en effet de travail. Ça représente à peu près un tiers de TP à l'année chez nous qui travaillent sur ce réseau. Ça nous sert à contextualiser notre activité. En fait, on a vu au cours de la journée, il y a des proxys intéressants pour un port comme le nôtre. La turbidité est un bon proxy des flux de matière en suspension. Les différentes mesures de salinité dont on peut disposer sur la partie aval du réseau nous permettent de suivre l'évolution de la position du front de salinité. Quand on travaille dans un port, on sait que la poussée d'Archimède est directement liée à la salinité de l'eau et que donc la densité de l'eau évoluant avec la salinité, on va avoir un changement des tirants d'eau dans la partie salée de l'estuaire, et donc pour nous c'est un paramètre à prendre en compte. Et puis pour mes collègues de l'environnement, la connaissance des températures, du taux d'oxygène dissous vont leur permettre de raisonner après sur la capacité du milieu à accueillir le biote en particulier. On a vu, au-delà de Synapse, du coup, l'intérêt du continuum aujourd'hui. On a un peu évoqué ce matin la station de pause qui est instrumentée par une bouée depuis 1 an et demi, et les perspectives d'installation d'une nouvelle station par le SIAP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette station, le calendrier, les paramètres mesurés sur cette station à pause? Oui, tout à fait. Tout d'abord, un petit rappel rapide de l'histoire. Jérémy Mougin l'a évoqué ce matin. Mécène, dans les années 90, quand les creux d'oxygène étaient importants, Mécène pour pouvoir déclencher les îlots de survie, pour insuffler l'oxygène dissous. Donc un observatoire qui naît d'un besoin opérationnel. Donc au fur et à mesure des années, il s'est développé pour répondre aux enjeux réglementaires principalement et environnementaux pour mesurer au-delà de l'oxygène, le carbone, l'azote, les éléments eutrophisants jusqu'aux bactéries aujourd'hui, notamment dans le cadre des JO. Un observatoire qui s'est adapté aussi d'un point de vue géographique, de manière, on va dire le centre de gravité naturel, c'était Paris et proche Paris. Il s'est densifié à l'amont, donc la création de nouvelles stations pour répondre aux enjeux des JO. Donc je ne vais pas revenir dessus. Mais aussi, il s'est identifié géographiquement pour avoir une vision globale, plus large, en intégrant l'amont Paris, notamment avec les Seine Grands Lacs, les Grands Lacs de Seine, avec qui nous collaborons pour avoir une station de mesure. Et l'objet de notre séminaire d'aujourd'hui, la station aval, donc notre aval à nous à Pose, qui va être prochainement créée, donc d'ici fin d'année. Donc cette station qui fera enfin, on va dire, la connexion entre la partie fluviale et l'estuaire, donc pour avoir ce continuum continu des mesures et aussi en termes d'homogénéisation des pratiques et d'amélioration des connaissances. Cette jonction du coup des différentes masses d'eau, on est finalement à l'échelle du continuum, on l'a dit, masse d'eau côtière, masse d'eau de transition, masse d'eau marine après.
Du coup, on essaye de travailler un peu collectivement à cette échelle-là, qui est l'échelle de l'agence de l'eau, finalement, de votre restitution pour la directive 4 sur l'eau notamment. Vis-à-vis de ces réseaux, qu'est-ce que vous en tirez et quelles sont vos attentes par rapport à ce type de mesures-là? En fait, nos attentes, Christophe en a parlé un peu ce matin, évidemment, au premier chef, ce sont les flux, évidemment. Les flux globaux qui sortent du système, et pas seulement en fait sur la masse d'eau de transition de la Seine, également sur les masses d'eau côtières. Là, on est en train de faire l'état des lieux. Les pressions significatives sur les masses d'eau côtières de la baie de Seine, c'est au premier chef l'artificialisation, puis l'azote et les contaminants, donc des apports terrigènes, des flux, enfin voilà. Évidemment, la Seine compte pour beaucoup dans tout ça. C'est aussi la première chose qui sort quand on consulte le grand public également. On parlait ce matin de grand public et de sensibilisation, etc. Voilà, c'est le premier enjeu, c'est ce qui est sorti de la mer en débat aussi. Enfin, alors tout ça, c'est pas de la science, c'est de la consultation du grand public, mais tout ça converge, quoi. Voilà. Donc, ce qui sort de la Seine, ce qui se passe aussi à l'intérieur de l'estuaire, entre l'amont et l'aval, puisqu'en fait, on a 3 masses d'eau, effectivement, on évalue l'état des masses d'eau. Donc, au premier chef, voilà, c'est ça qu'on fait avec ces données-là. Et en fait, en second chef, ce sont l'utilisation des modèles que ces données-là servent à caler, servent à produire pour justement comprendre le fonctionnement, étayer nos évaluations, dire des choses sur le nursery squeeze dont parlait Christophe ce matin, par exemple. On a mis un truc exprès, enfin rien que là-dessus, sur les effets du changement climatique dans l'état des lieux, pour aussi montrer que derrière, il y a des aménagements à prévoir, des choses à anticiper. Donc ce réseau-là, il nous sert directement et indirectement grâce à ça. Et finalement, enfin, on voit l'importance de ce suivi-là qui est imbriqué dans d'autres suivis. Finalement, enfin, on voit bien dès qu'on parle de suivi de fréquence, que ce soit ce matin ou encore plus cet après-midi, on le couple à d'autres choses, que ce soit pour les flux, sur d'autres thématiques. On a parlé de microplastique également. Enfin, tout ce qui a été présenté. Actuellement, au sein de Seine-Aval, on est en train de réfléchir sur une nouvelle stratégie de suivi un peu multithématique en entrant par les différents questionnements qu'on peut avoir. Romaric, tu peux nous en dire un peu plus sur cette stratégie qui se met en place et les besoins ou les attentes qu'il peut y avoir derrière? Est-ce que ça implique? Alors la stratégie, alors on peut le reprendre aussi avec l'amont-l'aval, déjà, avant de parler d'une stratégie au sein de l'estuaire. Sabrina l'a évoqué. On a longtemps été orphelin de cette station qui permettait de faire le lien entre l'amont et l'aval. Donc le fait que, grâce à Fresque, on ait pu initier ce type de mesures et puis que via une collaboration entre le SIAP et la communauté Seine-Aval, on puisse poursuivre et densifier finalement ces observations entre l'amont et l'aval, c'est une vraie promesse de réussite. Et ça permettra de densifier aussi les collaborations entre l'amont et l'aval. Donc au-delà de la mesure, il y a aussi un travail sur la façon dont on traite la donnée, dont on calibre la donnée, etc. Donc c'est extrêmement motivant pour l'avenir. Et après, si je reviens sur l'estuaire de Seine en lui-même, le GIPSA porte actuellement un projet qui s'appelle STRAS, qui veut dire stratégie de suivi de l'estuaire de Seine. Et l'objectif, c'est d'avoir une vision la plus large possible, avec un périmètre le plus large possible de la dynamique de l'estuaire. Donc à l'intérieur de cette stratégie, la haute fréquence a sa place, évidemment. Elle est pleinement intégrée. Maintenant, cette stratégie de suivi, elle n'est pas que liée à la haute fréquence. L'objectif, c'est de l'associer à différentes thématiques qui ne sont pas aujourd'hui traitées. On l'a évoqué par contre aujourd'hui, on l'a évoqué aussi avec les présentations des collègues sur les différents estuaires. Il y a la notion de contamination et d'effet de cette contamination sur les communautés écologiques. Donc on pourrait se dire que le travail qui avait été initié dans le cadre de Seine-Aval autour de la biosurveillance pourrait être intégré autour de cette stratégie. Il y a d'autres sujets, comme on l'a évoqué aussi sur la production primaire avec Pascal, avec Josette, sur quels sont les processus associés, donc le suivi éventuellement de différentes communautés, que ce soit du phytoplancton, du zooplancton, comment ces communautés évoluent. Et donc ces suivis-là, ils ne méritent pas forcément, ils ne demandent pas forcément, je corrige, un accès à de la haute fréquence, mais ça peut vouloir
dire adapter une stratégie qui soit en lien avec les besoins. Et donc l'objectif de SRAS, c'est d'identifier ces besoins en termes de paramètres et d'identifier les protocoles et les stratégies d'observation qui doivent être mises en place pour pouvoir informer et apporter la connaissance sur ces sujets. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, qui devrait aboutir tout début de l'année prochaine, au courant de l'année prochaine, petit problème de calendrier. Et voilà, elle est source de promesses pour apporter une connaissance sur l'ensemble de la dynamique du système. Donc ça, c'est le premier point. Et après, un deuxième point qu'on a évoqué aussi tout au long de la journée, vous le mentionnez, Manuel, tout à l'heure, c'était la complémentarité des outils. On parle ici beaucoup d'observations in situ, qu'elles soient hautes ou basses fréquences. Les données satellites, comme l'a illustré très bien tout à l'heure David, sont un outil complémentaire. Chaque outil a ses défauts, donc il n'est pas parfait non plus, le satellite. Mais voilà, on souhaite mobiliser ce type de stratégie. On le fait déjà d'ailleurs, typiquement les produits, certains des produits que mentionnait David, les produits à 100 mètres, on les a déjà évalués à partir des données Synapse qu'on a dans l'estuaire. On a fait une comparaison entre les données de surface et puis les données estimées par satellite, avec c'est un travail qui est fait avec l'université de Wimereux. Et ça marche plutôt pas mal, donc c'est plutôt prometteur. Maintenant, c'est à 100 mètres, les produits ont aussi des limites en termes de périmètre vers l'amont, donc on essaye aussi de travailler sur des données plus haute résolution pour pouvoir rentrer encore plus dans les sphères, donc cet outil est intéressant. Et puis évidemment, il y a le modèle qui permet de spatialiser certaines informations. Maintenant, ce que je voudrais aussi mentionner, c'est que c'est pas simplement one way, c'est pas la donnée in situ qui va nourrir le modèle ou la donnée in situ qui nourrit le satellite, mais il y a des interactions entre les différentes sources de données, typiquement parce que la donnée in situ, elle reste ponctuelle, et effectivement le modèle va permettre à la fois de spatialiser et la donnée de calibrer, donc de vérifier la validité et l'incertitude du modèle. De la même façon, le satellite permet de spatialiser certaines informations, mais aussi a besoin d'être calibré et validé, donc à chaque fois il y a des interactions entre les sources de données. Et je pense que la maturité des outils permet aujourd'hui d'aboutir à ce type d'intégration des données pour pouvoir renseigner au mieux la dynamique, à la fois saisonnière, et puis la notion d'événements plus intenses, plus extrêmes, qu'on observe aujourd'hui. Et je pense que les différentes présentations qu'on a eues aujourd'hui l'ont bien illustré. Si je reviens sur la stratégie de suivi de l'estuaire qui viendra en complément de ce qui existe déjà, qui est souvent plutôt réglementaire ou à des visiers de suivi d'opérations de gestion. À l'agence de l'eau, vous opérez pas mal de suivi, vous en avez mis en place. Là, on est dans un milieu un peu spécifique, un peu complexe. Est-ce que tu as des warnings, enfin, ou pas des warnings, mais des choses spécifiques que ça t'évoque, cette mise en place, que ce soit d'un point de vue thématique ou d'un peu plus rôle des uns et des autres, sachant que l'idée c'est quand même de s'appuyer un peu sur l'existant, sur les innovations qui existent pour répondre au mieux aux questions collectives qu'on peut avoir. Alors des warnings, je pense que vous connaissez très bien votre métier, donc c'est pas moi qui vais vous les donner, vous êtes assez grand pour les trouver. Par contre, des besoins, ça ouais, je peux je peux en donner, je peux faire une liste. On parlait de microplastique par exemple. Il y a aussi le fait que la Seine n'est pas le seul estuaire de la façade. Donc il y a d'autres estuaires dans la façade. Il y a un besoin en fait de méthodes ou d'approches qui pourraient être essaimées en fait dans les autres estuaires, de replacer la Seine dans son contexte de baie, quoi. Voilà, ça aussi c'est un besoin. Et d'inscrire en fait, et puis ici le dernier besoin c'est, enfin pas le dernier, loin de là, mais c'est d'avoir des indicateurs d'échelle d'évaluation qui va avec. En tant que gestionnaire, on a besoin de ça, et en fait même on a besoin de ça ne serait-ce que pour savoir pourquoi on finance l'acquisition de données brutes, quoi, tout bêtement. Voilà. C'est des choses dans lesquelles, je pense au niveau du SIAP, tu dois pas mal te retrouver dans le montage un peu de réseaux comme ça, multithématiques, en lien avec des besoins de gestion, dans votre démarche innovation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu deux mots, et s'il y a des choses sur lesquelles où tu vois des ponts ou des liens entre un peu les questionnements qu'on peut avoir, les questionnements ou des choses déjà développées à l'amont, toujours dans cette notion de continuum, mais au-delà de la haute fréquence d'ailleurs. Voilà, s'il y a quelques exemples, est-ce que ça t'évoque? Oui, tout à fait.
Déjà, la force de l'Observatoire Mécène, hein, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est sa connexion avec notre programmation scientifique. Ça, c'est vraiment important à rappeler. Donc, programmation, innovation, Mécène Innovation. D'une part, parce que c'est un observatoire qui est opérationnel et donc fournit de la donnée qui permet une meilleure compréhension de manière générale du fleuve. Donc que ce soit de la donnée haute fréquence ou basse fréquence. Hein. Voilà, on voit bien que c'est complémentaire et important. Des données aussi qui permettent de développer des modèles. Nous, au SIAP, nous avons le modèle PROSE, voilà, qui est un modèle qui permet de simuler la qualité de la Seine, qui est un modèle opérationnel, puisqu'il est utilisé pour notre schéma directeur d'assainissement, pour nos demandes de chômage de nos installations d'épuration, mais aussi dans le plan baignade tout récemment. L'autre avantage, la connexion, elle se fait aussi dans l'autre sens, hein, puisque la recherche permet de construire et de développer les outils et les méthodes qui vont être intégrés dans l'Observatoire Mécène. Je vais dire quelques exemples qui ont été évoqués ce matin. Mesure de la fluorescence, de la matière organique par fluorescence 3 dimensions, donc fluocopée. L'ADN environnemental pour le suivi de la biodiversité de manière beaucoup plus on va dire respectueuse de la biodiversité. La biosurveillance, on a parlé aussi des images satellitaires, voilà, comme nouvel outil d'observation. On parle d'images satellitaires ou aériennes, hein, voilà, c'est des choses qui sont explorées. Le microplastique, en tout cas tous les contaminants émergents sont observés. Alors aujourd'hui, plutôt demain, l'enjeu c'est quoi? C'est que là on se met en capacité de produire de la donnée. L'enjeu maintenant c'est utiliser la donnée, et notamment en temps réel. Et ça, c'est les verrous à relever, notamment en temps réel, un peu à l'image de ce que nous faisons, nous, à l'échelle du réseau d'assainissement. On a des modèles de gestion temps réel. Et aujourd'hui, on voit que la donnée, notamment la haute fréquence, il y a des enjeux de filtration de la donnée en temps réel, de l'intégration des indicateurs, du couplage aussi avec d'autres approches. Voilà, ça, c'est les enjeux de demain. Si on en revient à l'estuaire, pour Aropa, un peu ce genre de questionnement-là, le réseau du futur, enfin à moyen terme, comment est-ce que tu vois l'évolution de Synapse actuelle dans 5, dans 10 ans? Est-ce que déjà le maintien de l'existant, les enjeux que ça peut porter, et quelle marge de manœuvre un peu on peut avoir sur l'évolution de ce réseau-là? Tu as dû être effrayé par le nombre de paramètres qu'on voulait mesurer. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut se projeter un petit peu de façon assez pragmatique dans le Synapse version 2030? Alors je dirais que pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur notre jouet de riche, il faut déjà qu'on travaille à poursuivre ce qui avait été fait sur la représentativité des données. Il y avait un travail très intéressant qui avait été fait par Flavie Dorine en particulier, hein, et que Romaric connaît bien pour avoir travaillé beaucoup sur ce sujet avec elle. L'idée, c'est garder des stations qui ont une signification, qui sont pertinentes pour représenter la section dans laquelle elles sont implantées. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais vous vous en souvenez sûrement, il y a une station Heurteville qui a été abandonnée, en particulier, parce qu'elle n'était pas significative et que donc on déployait des efforts inutiles. Nous allons probablement déployer une station supplémentaire, nous, égoïstement, à Aropa, dans le secteur de Ménil-sous-Jubiège. Et il y a une station qui avait été mise à titre expérimental dans le secteur de Watteville qui va être pérennisée parce qu'elle montre justement de la pertinence pour le suivi de la remontée du front de salinité et du bouchon vaseux dans le cadre du changement climatique, en particulier pendant les périodes d'étiage. Donc avoir cette réflexion de pourquoi je fais, quel est l'effort que ça demande, quel est le coût éventuellement, et qu'est-ce que j'en tire. Il faut qu'on poursuive, comme c'est fait aujourd'hui, hein, je dirais, c'est fait de manière très raisonnable. Donc oui, nous, à Aropa, on a la volonté de pérenniser, il n'y a aucun doute là-dessus. De faire rentrer sûrement de nouveaux paramètres. Romaric a présenté des choses très intéressantes sur le rapport sable-vase. C'est des
choses évidemment qui caractériseront mieux les flux sédimentaires, et donc on est complètement preneur. Ce qu'a montré Jean-Philippe également tout à l'heure concernant les flux venant du secteur amont, c'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux depuis très longtemps. Donc un réseau intégré, pertinent sur ces capteurs, continuant à évoluer sur les paramètres qui sont disponibles pour les utilisateurs, nous va très bien. Dernière question peut-être pour Romaric sous forme de, alors pas bilan de la journée, mais je t'avais mis carte blanche sur ma petite feuille. C'est dangereux ça. Ah, c'est dangereux. Hein. Vous avez des trains Toi tu nous as pas préparé de chanson, rien. Non. Et puis, non, il fait beau aujourd'hui, je vais pas me permettre de faire ce genre de choses. Merci de me permettre d'avoir le entre guillemets dernier mot. Je voulais revenir. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites à la fois via les présentations, via les échanges. Aujourd'hui, enfin tout de suite là, via la table ronde. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. Je voulais revenir sur Fresque, parce que finalement on était là pour ça aussi. Et alors je ne suis pas très objectif certainement, là c'est une double casquette qui est un peu bizarre, mais je pense selon moi c'est un vrai succès, dans le sens où on l'a vu encore avec les présentations d'aujourd'hui, la façon, les données qui sont collectées, qui ont été traités pour pouvoir documenter des événements, la réaction des systèmes face à différentes pressions, à la fois naturelles, potentiellement anthropiques, montrent que finalement la stratégie qu'on a eue dans Fresque était la bonne. On a réussi à documenter ces événements, à montrer la plus-value de cette haute fréquence. Je pense que vous en êtes tous convaincus maintenant. Ça a aussi permis donc on l'a vu à travers, on l'a redit, tu l'as dit tout à l'heure Patrice, le fait de pouvoir suivre la remontée du front de salinité, voire même à l'aval, la limite aval de la salinité qui t'intéresse aussi. On l'a vu sur l'oxygène avec la présentation de Julien. Sans la haute fréquence, un événement qui dure quelques heures par marée, on le raterait obligatoirement. Et la question c'est à quel point ces événements vont s'intensifier ou pas. Alors le ou pas, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas le savoir. Mais si on n'a pas l'observation qui permet de le suivre, on ne le saura pas. Donc voilà, c'était pour moi une belle réussite qui ne doit pas s'arrêter maintenant, évidemment. Il faut pouvoir poursuivre. La deuxième réussite pour moi, ça a été la mise de fédérer des acteurs très diversifiés. À la fois des acteurs techniques de terrain qui vont faire la mesure, alors le SIAP, AROPA, les acteurs aussi scientifiques qui vont aussi sur le terrain pour faire poursuivre les mesures à l'aval. Et puis la communauté scientifique, mais aussi les industriels qui ont besoin de l'information ou l'agence de l'eau qui a besoin d'informations pour l'évaluation du bon état. Voilà, on a réussi à structurer la communauté autour de cette problématique, et c'est aussi à mettre au crédit en partie de Fresque qui a mis à disposition à la fois le terrain de jeu, les observations, et puis qui a mis en relation l'ensemble des acteurs. Donc encore une fois, il faut construire là-dessus. C'est un beau tremplin pour l'avenir, parce qu'on est face à des enjeux qui vont pas s'atténuer avec le changement climatique, avec aussi la planification qu'on doit avoir sur l'adaptation au changement climatique. On va avoir besoin de ces réseaux pour pouvoir mesurer si finalement les solutions qu'on va mettre en œuvre, est-ce qu'elles atteignent leurs objectifs ou pas. Et donc on a besoin d'avoir ces mesures passées et d'avoir les mesures futures pour pouvoir qualifier finalement la qualité de nos stratégies d'adaptation. Donc ça, c'était aussi un point que je voulais mettre en avant. Et en fait, j'ai un autre point et j'ai fini par l'oublier. Ça m'arrive tout le temps, ça. Si vous me donnez 30 secondes, je vais finir par le retrouver, je pense. Ne t'enregistre pas, de toute façon. Ah oui, merci. Ah, il est trop fort. Il est dans ma tête. Là, ce que j'ai apprécié aussi de cette journée, c'était les présentations qui ont été faites des différents observatoires qu'on peut avoir dans les autres systèmes. Donc l'OSR, Civelle, les limites qu'il y a autour de Magest. Ça montre aussi qu'on a des opérations collectives et collaboratives à mettre en place, tout simplement parce que ensemble on teste plus de choses, on traite les données différemment qui peuvent être inspirantes pour les autres réseaux. Et donc
je pense que c'est à renouveler, en tout cas c'est mon point de vue, on débriefera ensemble les différents réseaux pour savoir si ça mérite de mettre en place quelque chose, mais c'est important de pouvoir surfer sur cette dynamique, parce qu'on apprend évidemment de la façon dont la dynamique d'un système estuarien ou même de l'amont peut être traitée à la fois en Loire, en Gironde et dans le Rhône. Typiquement le côté piège à sédiments, qui est quelque chose qui a été initié, qui était déjà présent dans l'OSRS depuis très longtemps, donc on va dire que c'était nos experts sur le sujet. Côté Seine-Navel, on s'est inspiré de cette dynamique-là pour à la fois dans le projet Taranis et puis avec le projet Repose de Jean-Philippe pour collecter ces sédiments, et je pense que c'est réellement une stratégie de collecte d'informations et de connaissances qui est nécessaire. On en parlait avec Josette tout à l'heure en se disant que bah oui, si on collectait ce type de matériaux, on pourrait faire certainement énormément d'observations, et finalement c'est faire un effort de collecte pour une communauté qui est plus large que la personne qui collecte la donnée. Donc c'est une réelle plus-value aussi, et donc c'est intéressant à pouvoir dupliquer. Donc c'était juste un exemple en quoi finalement on peut être inspiré par les autres réseaux. Donc merci, enfin, moi je vais m'arrêter là, je te laisse conclure en fait, ou Nicolas, je ne sais pas comment vous gérez la suite. Oui, il nous reste, merci déjà beaucoup pour vos éclairages. Il nous reste quelques minutes pour si vous avez encore des questions, des besoins, des envies, deux, trois choses à dire. Et non, en conclu, je laisse ça à Nicolas. Ouais. En fait, j'ai trouvé ce que je voulais redire aussi, je le redirai tout à l'heure. Par ailleurs, le GIP a sollicité un certain nombre de gens, je pense qu'ici il y en a pas mal, sur réflexion sur l'avenir, enfin sur ce qu'il est possible d'envisager. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que il n'y a pas si longtemps, mais ça fait quand même une dizaine d'années, on aurait pu, de toute façon, le GIP en est un enfant, on aurait pu se référer à la commission eau du S3PI, de la même façon que Air Normand, Atmo Normandie aujourd'hui est issu de la commission Air. Et je suis frappé par le fait que Upside a réuni des gens, mais quand Upside a été créé, eh bien, nous, associatifs, nous avons signalé que nous saluions cette tardive mise en synergie rouennaise, puisque Port-Jérôme puis Le Havre avaient montré la voie. Mais nous n'avons jamais été invités par Upside, ni à discuter, ni encore moins à travailler sur les projets. Et il y en a certainement bien peu aujourd'hui ici qui ont cette expérience, mais je vous certifie que lorsqu'on travaillait les 5 collèges, disons 4,5 parce que les travailleurs étaient peu représentés, mais parfois ils étaient là, eh bien il existait un intellect collectif et des synergies qui dépassaient ce que les uns et les autres dans leur silo, puisqu'on fonctionne aujourd'hui comme ça, peuvent imaginer. Et que nous, associatifs, n'étions pas forcément les plus emmerdants. On avait aussi des propositions, même des solutions. Et, par exemple, sur un autre secteur, les PPA, c'est nous qui avons été à l'initiative de ce qui était proposé là tout de suite sur se mettre en synergie entre les divers estuaires, etc. Eh bien, pour les PPA, c'est ce que nous avions fait à partir de nos retours. Et l'ADRIR à l'époque, puisque c'était l'ADRIR, en avait tiré substance, etc. Donc, si vous voulez, je pense que quand on se pose la question incidemment de s'adresser au public ou de s'adresser en dehors du cercle, etc., de le petit cercle qui est le nôtre, il faut aussi en prendre un peu les moyens. Alors on ne va pas inviter le public, mais au moins penser à ce que
les représentants associatifs en particulier, les consommateurs, les associations pour protection des nature-environnement et peut-être d'autres, eh bien, sont des gens qui peuvent apporter des choses. Aropa peut en témoigner. Sans doute avons-nous été les premiers à embêter le port de Rouen à l'époque parce que nous demandions un seul port sur Rouen-Le Havre. Bon, à l'époque, nous n'imaginions pas Aropa parce que nous n'aurions pas voulu, a priori, introduire Paris, qui nous semblait un morceau différent. Non, mais le SIAP, par contre, c'est votre collègue auquel je disais que j'ai incidemment eu à participer à la mise à niveau d'Achères, parce que il y avait des problèmes d'odeur. Nous y sommes allés avec Air Normand pour convaincre les riverains qu'il fallait jouer le jeu, participer à un jury olfactif. Je ne sais pas si ça s'est fait, mais enfin, voilà, on avait... Et bon, voilà. Donc, on est très résilients, nous aussi, et participatifs, pourvu qu'on nous en donne la possibilité. On invite les assos, d'ailleurs, tu ne serais pas présent sinon. Donc voilà, en tout cas, on est complètement dans cette démarche. Enfin, je ne vais pas répondre pour Upside, c'est pas l'objet de la journée non plus d'ailleurs. Mais on est vraiment dans cette démarche de mise à disposition de l'information pour ceux que ça intéresse, de diffuser au plus large. Et dans ce que tu évoquais tout à l'heure sur notre future programmation Seine-Aval 8 sur laquelle on réfléchit, on a un axe sur cet aspect plus médiation scientifique et quelle place on peut avoir pour transmettre au mieux les messages qui sortent de tous ces résultats, de toutes ces données, de toutes ces études-là. Donc on est déjà là-dedans et on va de plus en plus vers quelque chose de collectif, hein, ça c'est clair. Josette. Merci. Moi je vais faire très très court. En fait, je vais revenir sur les problèmes de riches ou nos questions de riches et je vais poser la question de la station qu'on attend depuis plus de 30 ans à Pose, parce que c'est le centre, c'est le lien entre Pirensen et Seine-Aval. Et donc, on a déjà une station qui est fonctionnelle, on va en avoir une deuxième. Et ma question, c'est est-ce qu'on va garder les deux? Parce que là, on n'est plus dans des problèmes de riches, mais on est dans le luxe. Mais moi, je trouve que c'est bien d'avoir parfois deux stations comparatives. Voilà. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vont devenir ces stations en parallèle ou pas, voilà. Tu compléteras, Sabrina. La station actuelle, c'est une bouée qui est un petit peu en amont de Pose, qu'on souhaite maintenir à court terme, le temps que la station qui sera plus pérenne du coup du SIAP soit mise en place. Doublonner les valeurs sur une petite période, parce qu'on n'est quand même pas exactement au même endroit, il y a le barrage, c'est quand même un milieu assez complexe, donc de doublonner un petit peu, mais à terme l'idée c'est qu'il n'y en ait qu'une, et qu'il y ait un peu un site, et au-delà d'une station, que ce soit un peu un site pilote à l'amont du barrage. Là celle-ci elle est vraiment amont, celle qui est prévue par le SIAP à amont, juste avant le barrage. Donc à moyen terme, non, l'idée c'est pas d'en avoir deux, c'est vraiment d'en faire un site pilote avec cette station mécène, et sur ce secteur-là, voilà, y adjoindre d'autres mesures, des compléments, parce qu'on est tous convaincus de l'intérêt de ce site-là. Donc pas de doublon de riches à terme, mais on est vraiment dans cette optique-là. Ouais. Appuyer un peu ce que tu viens de dire, Cédric. Justement, on va profiter de cette période-là de concomitance pour mieux comprendre et mieux qualifier cette nouvelle station qui va être à l'amont du barrage, un endroit bien précis. Donc on a des contraintes techniques qui nous imposent de se mettre à cet endroit-là. Donc c'est la première piste de collaboration et d'action de recherche entre Mécène et le GIP qui ont été identifiés. Il y en a d'autres, on en a plein d'enjeux qui ont été
exprimé par rapport aux flux de pollution qui sont apportés par l'amont et vers l'aval et travailler sur les leviers sur lesquels on doit le plus jouer justement pour limiter. Voilà. D'autres interventions? J'ajouterais qu'il y aura, de la même façon qu'on parlait tout à l'heure avec Patrice de la représentativité des stations, enfin, il y aura un gros effort qui sera fait pour qualifier effectivement la représentativité des stations et de la station, la future station à Pose également. Quand même. Donc ce travail-là, c'est un travail qui est vrai pour l'ensemble des stations et il sera fait aussi sur celle-là. J'en profite, j'ai le micro. Ah, excusez-moi, vas-y. Vas-y Marina. T'en as dit un petit peu, mais pas tout à fait assez. Donc du coup, je suis curieuse. Comment vous allez vous y prendre pour cette représentativité de la station? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est important spatialement, mais également temporellement, quoi. Et il y avait un exemple qui a été montré à un temps donné, mais j'ai pas suivi effectivement si ça avait été fait durant plusieurs régimes hydrologiques, etc. quoi. C'est l'objectif en fait. Donc là, tu fais référence au projet Repose qu'a présenté Jean-Philippe ce matin, où en fait il y avait toute une stratégie d'aller faire. Alors c'était très hydro-sédimentaire centré. Donc l'objectif était de faire des transects sur la section, d'avoir des points à la fois des profils et des points de prélèvement pour identifier les variabilités le long de la section. L'avantage c'est qu'on est à l'amont, donc c'est quand même on n'a pas la marée, donc faut l'avouer, ça nous aide quand même grandement. C'est pas que ça simplifie pas tout, mais c'est quand même plus simple. Et effectivement, l'objectif était de pouvoir tester cette représentativité pour différents régimes hydrologiques. Si on le fait que sur un débit moyen, on sait qu'on n'aura pas toute l'information. Donc l'idée était de suivre différents régimes des étiages, régime moyen et puis des plus forts débits. Et donc c'est comme ça qu'on évalue la représentativité des stations. Et quand on est à l'aval, on démultiplie les situations parce qu'il faut qu'on regarde le côté vivo-mortaux en plus. Donc on regarde aussi. Pardon ? Manuellement. On va avec. Alors il y a différents outils. Alors je parle, mais en fait Jean-Philippe pourrait en dire beaucoup plus. Pour la partie amont, il est en train de tester des drones qui pourraient permettre de faire des transects et de faire des prélèvements, donc pour limiter aussi le côté recours à des moyens nautiques, etc. Alors c'est des moyens logistiques, mais un peu plus légers. Pour la partie aval, c'est peut-être plus compliqué. Donc jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait des navires de la flotte océanographique pour, pareil, faire des transects. Ou alors des navires de station. Enfin, la thèse de Flavie avait été faite avec le navire le bateau de côtier de l'université de Rouen. Donc voilà, c'est comme ça qu'on évalue aujourd'hui. On avait fait la même chose à Laval avec Seine où on avait fait des transects. Alors on faisait pas toute l'estuaire parce que 10 km, donc c'est un peu long pour faire les transects, mais on faisait des demi-transects du chenal de navigation jusqu'à Seine. C'est juste pour commenter ton commentaire de dire de travailler en réseau, etc. Et je trouve que ça c'est un sujet particulièrement important à partager. Alors on a forcément sur le Rhône, il n'y a pas de marée, donc on n'a pas cette question-là. En revanche, quand on remonte, on a les affluents qui arrivent, et puis selon les situations hydrologiques, ils peuvent être bien mélangés, pas mélangés. Enfin, toutes ces questions-là, je trouve que c'est un sujet de comment on fait pour vérifier qu'on a... Parce que ensuite, si on a une station représentative et par exemple on est homogène dans la section, c'est quand même en termes de coût ensuite de suivi. Enfin, donc c'est vrai que ça a été à l'Observatoire des sédiments du Rhône, ça a été le truc qui a vraiment été fait. Je ne suis pas convaincue aujourd'hui que sur toutes les stations, on soit parfait là-dessus, quoi. Voilà. Donc partager ça, c'est vraiment intéressant. Quand important, je dis vérifier la représentativité, ça peut être aussi quantifier la moins bonne représentativité de la station, ou en tout cas de ce qu'on cherche à faire derrière, c'est est-ce qu'on trouve des relations pour corriger ou atténuer, pour qu'on puisse être plus représentatif, quitte à savoir que proche du bord, on est 30% plus turbide parce qu'il y a plus de remise en suspension du côté des rives qu'au milieu du chenal de navigation. Rien que cette information-là est pertinente et ça contribue à la représentativité de la station. D'ailleurs,
d'ailleurs, on échange avec l'OSR, hein, parce que avec Jérôme Lecause, on travaille sur des mêmes outils, donc on interagit beaucoup sur l'utilisation de différents outils pour retravailler sur la représentativité. Si je peux rebondir encore une fois sur ce positionnement de station et les questions de représentativité, ça a été très bien dit, hein, même si la station n'est pas représentative du tronçon qu'on va suivre, si on sait à quel point elle n'est pas représentative, ça suffit à mettre en place la station. Il y a d'autres aspects qui sont toujours à prendre en compte, hein, la faisabilité technique, la sécurité des gens qui vont intervenir sur la station, qui bien sûr sont importants à évaluer. Et ensuite, il y a un dernier outil qui permet d'effectuer cette étude de représentabilité, c'est le suivi satellitaire, on en a parlé un petit peu. Donc c'est aussi un outil qu'on va pouvoir mobiliser pour comprendre justement sur une étendue d'eau un peu plus large, en amont de ce barrage, comment les flux sont répartis sur les différentes périodes. Et là, avec le satellite, on a une solution toute trouvée en fait, pour ces approches. Je peux te la poser, je peux parler, hein. Tu m'autorises à... Ouais, tu peux parler 30 encore. secondes, c'est Ouais. 5 heures. Ouais, t'as encore 3 minutes. Non, ça va vous faire sourire en fait, parce que c'était le point le plus important, qui pour moi est le plus important. Je l'ai abordé rapidement, mais je voulais enfoncer le clou. Donc on parlait de la success story de Fresque. Enfin, je pense que c'est une vraie success story. Mais il y a un réel danger, où le point de fragilité, c'est quand même la pérennisation de ce type d'outil. Et alors, Christophe Poupard l'a mentionné, il était intéressé par appuyer et à avoir sur la durée ce type d'outil. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir le soutien de l'ensemble des financeurs du projet pour poursuivre, parce que sans ça, on va finir par arrêter certaines mesures au moment où on est en plein dans une dynamique de changement extrêmement rapide du système, et on va finir par rater des événements importants, et une fois que la série a arrêté, c'est toujours plus dur de la relancer. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus, même si c'est effectivement très... Comme je fais partie du réseau, je suis peut-être un peu partie prenante de la dynamique, mais voilà, c'est important de pouvoir bénéficier de ce suivi, de ce soutien, pour pouvoir avoir accès à ces longues séries temporelles dans un contexte où on a vraiment besoin de ces informations, de ces connaissances. Juste un petit truc, côté agence évidemment, comme l'a dit Christophe, tant qu'on est là, on n'a pas l'intention de lâcher le morceau. Je me posais des questions de labellisation, en fait, comme ce sont des données qui appuient quand même beaucoup aussi la recherche. Ça fait partie de nos missions certes, mais on n'est pas les seuls financeurs de la recherche. On a parlé de Somlit par exemple. Est-ce que en fait c'est aussi une perspective, ce genre de labellisation? Vous parliez de réseau aussi, est-ce que côté OSR la question s'est posée? Enfin, J'enchaîne alors. Alors les stations côté baie sont déjà labellisées INSU. Elles ont été relabellisées d'ailleurs, le dossier de renouvellement a été accepté l'année dernière. Alors c'est un label, hein. Les chiffres derrière associés au financement du réseau sont je ne vais pas dire presque insignifiants, mais en fait la labellisation, c'est toutes les stations côtières haute fréquence sur la métropole. Il y a 10, 11 stations, je ne sais plus. Je regarde Pascal parce qu'on est dedans tous les deux. Et le financement est de c'est une centaine de kilos euros. Ouais. Donc divisé par le nombre de stations, c'est un label, effectivement. Voilà. Voilà. C'est tout à fait. Vous parliez de pause, par exemple, qui font partie de ce méta-réseau-là, qui du coup à ce titre doivent fédérer des financements de droite et de gauche. Donc j'ai complété, il n'y a pas que les stations côtières, hein, la station Synapse typiquement est labellisée, fait partie de l'infrastructure de recherche ILICO, donc qui regroupe les stations côtières aussi haute fréquence. C'était via la mobilisation de l'université de Rouen qui avait inscrit le réseau Synapse au sein de cette IA. Ça fait partie c'est le même groupe d'infrastructures de recherche. Donc on fait l'effort. Malheureusement, c'est pas ça qui nous apporte le gros du financement. Effectivement, ça peut être un bras de levier.
Encore faut-il trouver les éléments à lever, quoi. Donc faut y aller, quoi. On n'a pas fini encore. Justement pour compléter sur les éléments financiers, sur l'observatoire Mécène, donc, qui est un observatoire opérationnel et industriel, pour donner quelques chiffres un peu sur ce que ça représente. 9 stations de mesure aujourd'hui, 125 linéaires de Seine. En termes de fonctionnement, on est de l'ordre de 200 000 € par an, en termes de fonctionnement uniquement. On a une équipe de 4 techniciens et 2 ingénieurs. Et sans compter l'investissement et le renouvellement de matériel. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que le coût de l'installation d'une station, c'est environ 300 000. Voilà. Bon, plus ou moins, ça peut monter jusqu'à 400 000 en fonction de la complexité du site. Voilà. Pour donner un peu quelques éléments chiffrés. Est-ce que ça se termine ce sujet? En fait, je vais juste rebondir dessus pour les 2 mots de conclusion et pour être sûr que vous ayez le train. Effectivement, ce matin, on a parlé du financement Fresque. Le président a remercié la phase 2, les financeurs, donc Agence de l'eau et les 2 régions. Donc c'était 1 200 000 €. Et ça ne compte pas tout ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire les moyens d'observation fournis par le SIAP, les moyens fournis par Aropa pour la maintenance aussi et nous accompagner sur la partie estuarienne, et des compléments de financement pour le maintien des bouées. Donc c'est vrai que c'est le collectif, voilà, il faut relativiser aussi Fresque nous a vraiment permis de mettre en place cette démarche collective, mais voilà, ça s'adosse sur des moyens forcément complémentaires pour que tout ça fonctionne très bien. Voilà, c'était vraiment un complément que je voulais apporter. Après, juste le dernier mot, plus pour les perspectives. Alors, on ne vous parle pas de Fresque 3, parce que vous l'avez vu ce matin, là, le contexte du CPER dans lequel on s'était inscrit est encore un peu incertain en termes de mobilisation, de financement, mais en fait, ça ne veut pas dire que Fresque et la dynamique s'arrêtent, puisqu'on va continuer de travailler ensemble dans le cadre des programmes que l'on anime, que ce soit Mécène Innovation, que ce soit le programme Sénaval, que ce soit également les programmes qui inscrivent dans le cadre de la zone Atelier Seine, qui a encore un autre label du CNRS, donc les collaborations qu'on a avec le Pyrénées Seine et le programme Eau Pure. Voilà, on a nos réseaux et nos méthodes de travail, et à travers ce qu'on a déjà engagé dans Fresque, on va continuer finalement déjà à travailler ensemble pour essayer d'orienter nos travaux. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne viendra pas dans les mois à venir et en fonction de différents contextes mobiliser effectivement nos partenaires financiers pour accompagner ça sur certains sujets et renforcer certaines actions. Mais dans tous les cas, voilà, la collaboration elle est bien initiée, elle se poursuit dans tous les cas dans le cadre de nos différents programmes. Donc on verra, ça prendra une forme de Fresque 3 ou pas. En tout cas, il y a une continuité qui se met en place et on a bien identifié ensemble les perspectives thématiques et techniques à traiter. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer à court terme et à moyen terme pour les suites. Et voilà. Et le dernier mot, c'est vous remercier tous pour cette journée aujourd'hui, très enrichissante. En tout cas, moi j'ai vraiment passé une très bonne journée. Merci aux intervenants, merci à toute l'équipe aussi pour l'organisation. Et puis à vous d'être venus discuter de tout ça avec nous aujourd'hui. Donc un grand merci à vous et puis à très bientôt du coup pour les suites sur ce suivi de fréquence. Merci beaucoup.